Gemini, Claude Code, Cursor et maintenant Codex, voici la présentation d'un nouveau concurrent sérieux dans le monde du développement assisté par IA. Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler un petit peu de Codex. On va faire une introduction à comment l'installer très brièvement en version plugin et en version terminale. Et ensuite, je vais vous montrer un cas concret, un test en live directement pour développer une feature sur mon SaaS. Sur du coup, qui est un boilerplate actuellement, un template qu'on propose, qu'on va bientôt proposer à la communauté et aux apprenants qui se font accompagner ou qui démarrent un projet SaaS, d'avoir une coquille solide qui couvre toutes les fonctionnalités basiques et toutes les briques communes d'un SaaS, là-dedans, à un tarif différent, toute concurrence ou inclus dans l'accompagnement en fonction de ce qu'ils choisissent comme méthode. Parenthèse publicitaire terminée. L'idée, c'est de vous présenter du coup ça et de voir ce que Codex a dans le ventre et aussi vous présenter un petit peu le workflow de comment très brièvement j'ai mis en place cette feature jusqu'à l'exécution à la touche entrée, vas-y, code directement Codex. On est parti. Alors, on va passer sur, pour ceux qui connaissent pas Codex, très rapidement, on va faire ça en moins de 5 minutes, je vous préviens tout de suite. On colle cette petite commande et on la met du coup dans son terminal. Mais comme je vous le disais aussi en début de vidéo, vous avez la possibilité, moi je suis sur VS Code, vous avez la possibilité tout simplement d'utiliser le plugin Codex qui se retrouve, alors juste vérifier que je partage bien, oui c'est bon, qui va se trouver du coup ici dans les plugins, vous tapez Codex, c'est Codex par OpenAI, vous vous trompez pas, il y en a plusieurs d'autres qui vont essayer de vous duper, et ensuite du coup vous l'installez, vous vous connectez. Une fois que tout ça c'est fait, vous êtes connecté à votre compte ChatGPT, je crois qu'il faut un abonnement classique à 20 € ou 24 € à ChatGPT pour pouvoir l'utiliser. On est connecté. Là, ici, il y a quelques petites configurations de base qu'il va falloir faire et mettre en place. C'est ni plus ni moins que... Alors attendez, je vais juste vérifier que mon capture d'écran, des fois, bug. Voilà, à chaque fois il se coupe, donc je dois vérifier, excusez-moi. Du coup, je disais que ici, l'agent, au niveau des configurations, on a agent par défaut, on est en agent classique. Agent classique, c'est pénible parce que du coup, il va nous demander à chaque fois s'il a les droits de, vous savez, etc. On se prend pas la tête, on le met tout de suite en mode, comme sur Cursor, le mode YOLO ou le Dangerous Skip sur Claude Code, peu importe. Mais là, il a tous les droits, tous les accès. Il ne va plus nous demander, nous prompter, est-ce qu'on veut valider quelque chose. Il fait ce qu'il veut dans la limite de ce qu'on lui a dit et dans l'encadrement. Attention. Au niveau du modèle, on est sur GPT-5 Codex Height. C'est à ce jour, au moment où on parle, le modèle le plus haut, le plus fort de Codex. C'est la version Height. Bien entendu, si vous faites des tâches simples, on repasse en médium. Là, on va le pousser en ses retranchements. On va passer en height directement. OK? Pour ensuite, la dernière petite fonctionnalité qui est plutôt cool, je n'ai pas encore testé, mais dans l'idée, c'est plutôt sympa, c'est du coup est-ce qu'on fait un travail local? À ce moment-là, du coup, c'est exactement pareil que tous les autres CLI ou tous les autres plugins, c'est qu'en gros, ce que je fais, mon prompt, mon contexte, ma demande, elle est localisée et isolée à mon ordinateur. Mais j'ai aussi la possibilité d'envoyer des demandes du coup sur le cloud. C'est-à-dire en gros, je vais faire une demande, un prompt, et quand je coche la case Send to Cloud, ça va travailler en tâche de fond. Je sors du bureau, j'ai fini la petite journée, mon PC il est dans ma poche, je ne veux pas le lancer en même temps une tâche. Avant de partir, je lance une tâche sur le cloud, je range mon PC, je prends le train, je rentre chez moi, je me reconnecte, la tâche a été exécutée dans le cloud, je la récupère. C'est magnifique comme fonctionnalité. Pas nécessairement indispensable pour tout le monde, mais l'idée est vraiment très très forte. Faut que je la teste, je l'ai pas encore testé, donc je m'arrête là pour l'explication de celle-ci. Si vous l'avez testé et que ça vous paraît pertinent et que vous en voyez l'usage ou c'est inutile selon vous, dites-le moi en commentaire, je serais curieux d'avoir votre avis là-dessus. Voilà pour la partie plugin. Pour la partie du coup, nous, on va utiliser forcément le CLI pour s'amuser avec tout ça. Alors, je vais encore une fois juste vérifier que je partage bien tout ce que je fais. Oui, ici, on va clear tout ça. On va lancer un nouveau codex. Pareil ici, à la base, quand vous lancez votre codex. Alors, il y a plusieurs choses quand même ultra importantes à connaître et à mettre en place. Première chose, le /init, qui est commun quasiment à tous les CLI, qui va vous permettre du coup, qui va dire au LLM, ok, scanne mon projet, fais un petit résumé et tu me balances tout ça dans ton claude.md ou dans ton cursor.md, peu importe. Aujourd'hui, on a une nouvelle tendance, on a une envie de réforme de la part de OpenAI et le /init va nous générer un fichier agent.md. On aurait pu très bien s'attendre en gros à un codex.md, etc. Non, non, non. OpenAI veut absolument démocratiser et ils veulent faire le port USB-C des points MD, des agents.md. L'agent.md, c'est le nouveau,
c'est quelque chose qui va venir fédérer tous les LLM. Pour dire qu'en gros, maintenant, à partir du moment où, au lieu d'avoir on le voit en haut, j'ai un Claude Code, j'ai un point Claude avec des docs, mes agents, tout ça là-dedans, etc. et tout, c'est OK. Je suis censé avoir aussi un Claude.md, un Gemini.md, un Cursor.md. Eux, ils veulent avoir un seul fichier qui est commun à tous les CLI, à tous les LLM, qui serait agent.md. Ce qui fait qu'en gros, vous avez plus besoin de, si vous switchez de CLI ou d'outils, bah vous avez toujours une base qui est commune, c'est ce agent.md. C'est une tendance qui veut être proposée, je vais dire imposée, mais non, qui veut être proposée. Tout à chacun de savoir est-ce que c'est pertinent ou pas. Moi, je trouve ça franchement que c'est une bonne initiative d'un petit peu de, OK, on se tire la bourre sur les modèles, donc chacun utilise le modèle qu'il veut, etc. Il y aura toujours de la concurrence, c'est pas de souci. Mais il faut que les pratiques à l'intérieur, nos workflows, nos choses à nous, en tant qu'utilisateur, soit fluidifié. Et ça, c'est une initiative qui tend à fluidifier le process, nos workflows, notre façon de travailler. Donc pour moi, c'est que bénéfique. À voir si ça tient du coup sur la durée pour eux, je l'espère. On a fait le petit init, nous, chez nous, sur notre boilerplate, du coup, qui est le projet actuel, il a généré ce petit code-là, donc il n'y a pas grand-chose, vu que c'est un boilerplate, il en a déduit des choses, etc. Il est plutôt content, c'est OK là-dessus, pas de souci. Ensuite, deuxième chose à faire, ça va être du coup de faire le modèle. Bien sûr, bien penser à sélectionner le modèle height, qui actuellement, moi c'est le modèle que j'ai sélectionné actuellement, mais par défaut, il est en médium. On parle bien en height, on veut le maximum de puissance. Et ensuite, la dernière chose, c'est au niveau des approvals. Approvals, comme d'habitude, actuellement, il est en automatique, il faut que je le passe du coup en full access. Même principe que sur le plugin de tout à l'heure, je veux pas qu'il me demande à chaque fois s'il peut lire un fichier, s'il peut écrire un fichier, s'il peut regarder l'heure, s'il peut faire un café. Non, il est autonome, c'est un stagiaire qui est autonome, il a tous les accès, tous les droits. OK? Donc, suite à ça, maintenant, il est configuré, vous l'avez installé, pas de souci. Nous, ce qu'on va lui demander de faire, alors je vais repasser du coup sur le navigateur en vérifiant que vous voyez bien ce que je fais. Encore une fois, oui, c'est bon. L'idée, c'est que je veux qu'il propose du coup sur mon petit boilerplate à moi, il a une page d'accueil, un pricing, etc. Je veux qu'il me crée tout simplement un Help Center. Voilà, c'est la nouvelle fonctionnalité. J'ai tenté de réfléchir parce que je vais vous montrer en fait tout simplement sur quoi je suis parti pour m'inspirer et je vous donne juste d'après le petit workflow de comment j'ai fait tout ça. Alors, au niveau de l'emlist, j'ai récupéré du coup ni plus ni moins, hop, restart capture. Ok, vous allez voir, ma question vous ébahit. Help Center, j'ai récupéré tout simplement cette page-là et je me suis dit tiens, je vais faire la même chose pour l'Help Center. Je le trouve plutôt propre. Une barre de recherche où je peux chercher mes articles. Bon, il n'y a même pas d'autocomplétion. Non, ok, bref. Une barre de recherche pour tous mes articles, les articles les plus vus par la communauté et des catégories, etc., d'articles, etc. Et un bouton CTA. Ça, j'ai commencé tout simplement par dire je vais vous montrer, j'étais sur ChatGPT et je lui ai dicté tout simplement ce que je voulais faire. Donc on voit bien ici, tu es un expert en développement, blablabla. Je vais pas tout vous relire, etc. On s'en fout un petit peu, mais il m'a sorti tout ça. La vision, l'objectif et les différentes parties de ce que je lui ai décrit. Vu que j'ai dicté, il a bien compris que j'avais besoin d'une grille de catégories de cartes, la règle de visibilité globale, un bandeau CTA, et après il parle des modèles, etc. par rapport à mon projet, ce que je lui ai dit que j'étais sur la Ravel 12. Ok. Ça, ce prompt-là, je dis ok, c'est plutôt cool. Je l'ai pris, mais j'ai besoin de le raffiner. Pour ce faire, je suis reparti du coup sur notre ami... mauvais code. Sur notre ami, du coup, Codex, où je lui ai demandé tout simplement, dans Claude, dans Doc, j'ai créé un dossier qui s'appelle Feature, dedans j'ai mon helpcenter.md. Helpcenter.md, ce n'est ni plus ni moins que la version de ce qu'on vient de voir du prompt. Donc c'est le résultat du prompt. Je lui ai copié littéralement, pas de secret, pas de magie, j'ai copié littéralement tout le prompt que m'a sorti ChatGPT à l'instant. J'ai demandé du coup à Codex, ok, maintenant que j'ai une base qui est plutôt stable, Codex, récupère-moi à partir de ce helpcenter.md, je veux que tu me génères un plan d'intégration. Chose qu'il a fait parfaitement. Il m'a ensuite généré du coup ce magnifique plan d'intégration. Alors je vais juste masquer ça, non ça, comme ça. Il m'a masqué du coup, il m'a créé ce plan d'intégration qui correspond du coup à ma feature. On voit bien qu'il a fait tout ça. J'ai pas trop modifié, je vais vraiment laisser bénéfice du doute pour voir si tout fonctionnait bien en one shot. Au niveau des résultats jusqu'à maintenant, hors ce projet-là qu'on va faire le test en live, les résultats de Codex sont vraiment excellents et je ne pèse pas mes mots pour moi, pour les features que j'ai développées sur d'autres SaaS. Il répond de manière précise,
Il prend le temps, il fait des tests, il met les tests en place. Alors, il était bien cadré le projet, donc certainement que les tests n'étaient pas automatiques, mais en tout cas, il les fait automatiquement, il le fait très bien. Il met des tests en place et tous les résultats des prompts que j'ai faits, contrairement à Claude Code parfois, n'amenaient jamais jusqu'à présent à une erreur. Ce qui fait qu'en gros, je faisais une demande, développe-moi, je sais pas, mets-moi en place un QR code générateur. Il m'a fait la demande, j'ai fait la demande, il a généré quelque chose, j'ai consulté, je n'avais pas de page d'erreur, je n'avais pas d'erreur, tout était vraiment clean, était carré. Et ça, c'est parce qu'il fait des tests en amont et il retravaille. Petit bémol, alors je pars du principe que j'ai utilisé quand même le plugin quand j'ai fait ces demandes-là sur mes tests précédents. Est-ce que je sais plus rapide en CLI? Il est un petit peu long. C'est une version height. Là, j'utilise le modèle en plus height pour avoir le maximum de raisonnement et de recherche. Donc forcément, ça augmente le temps de réflexion et la profondeur. Mais quand même, avec la version height, il est vrai qu'on est sur des requêtes qui peuvent prendre plus de 10, 15, parfois 20 minutes. On va faire le test en live sur une très grosse feature. Donc là, ça se peut qu'il prenne du temps. OK? Alors, je vais lui demander ça. Donc, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est que je vais lui demander, hop, de m'implémenter cette feature-là à partir de ce document-là et de me faire le plan, d'utiliser le plan d'intégration pour me développer la fonctionnalité d'intégrer du coup cette petite Help Center. Donc il y a quand même pas mal de choses, la barre de recherche dynamique, le classement des articles, les articles les plus vus, les catégories, etc., etc., etc. Donc on va voir ce qu'il me fait. On se retrouve tout de suite une fois que ça a été généré. Petite parenthèse rapide, si tu veux intégrer l'IA dans ton SaaS, mais de façon vraiment utile, que ce soit dans ton produit ou dans ton process de développement, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description. On t'offre un diagnostic stratégique 100% offert. Tu viens avec ton projet, on t'aide à identifier les bons leviers IA, sans complexité, et ça, que tu bosses avec nous ou pas par la suite. Ok, il a terminé de travailler, donc comme je l'avais prévu, il a mis plus de 25 minutes, j'ai coupé, hein, pour travailler. Alors la fonctionnalité est quand même assez balèze, on va pas se mentir, il y a beaucoup de choses à faire entre les modèles, les migrations, les liens entre les trucs, le front, le back. Il y a des choses à faire, il m'a même fait du seeding pour que je puisse en gros populate les articles. Donc il y a des choses, on va voir ce qu'il a mis en place, mais il y a eu quand même une petite erreur derrière. J'ai une petite erreur de migration, il y avait une parente une accolade qui était mal placée dans la migration, ça a mis une erreur. Je l'ai corrigé et derrière il avait une autre petite erreur derrière qui venait, c'était au niveau du modèle, bref, un truc tout bête en Laravel que voilà, tu sais pas, ça passe pas très bien. Rien de grave, ça a été corrigé. On va aller voir du coup tout de suite ce qu'il a fait, ce qu'il a pu me faire. Hop, je vais vous partager ça tout de suite. Je vois que ça s'est encore arrêté malgré moi. Hop, c'est bon. Là, on part du coup sur Arc. Je vérifie que vous voyez bien. Oui. Donc, on est sur mon projet à moi. Bon, déjà de base, il a pas mis. Là, je vois que j'ai pas d'accès. Alors, j'imagine qu'en gros, je regarde ce qu'il a fait. Hop, il l'a mis dans. Hop, un instant, on va aller voir du coup le fichier web. Au niveau des routes, ok, il utilise la route help. Donc, si je fais un /help, j'en sais voir quelque chose. Voilà, ils sont là. Mes articles sont là, c'est magnifique. Alors, comment il a géré les trendy articles? Parce que j'ai cliqué dessus. Est-ce que le Help Center fonctionne? Donc, si je tape Blondie, ok, ça fonctionne. Ma barre de recherche est dynamique. Elle va bien chercher les articles qui sont en base de données. Je vais dedans, j'accède à l'article. Je peux chercher un autre article depuis cet article-là. Ça, c'est plutôt cool. Je peux pas supprimer ça. Il faut que je l'efface pour supprimer. OK. Ici, je peux consulter d'autres articles à l'intérieur d'autres articles. J'ai mon CTA, bon, qui est un peu cassé. On voit qu'il y a un bouton ici. C'est parce qu'il n'a pas les bonnes couleurs, etc. C'est pas un problème. C'est un faux problème. Ça fonctionne. OK. Je peux consulter mes articles. Bon, les articles sont sommaires, mais ce qui est normal. Alors 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 6 articles qui sont en trendy. Ah oui, vu que j'ai fait un seeding, il considère qu'il a été vu 92 fois, 73 fois. Donc en fait, il a simulé des vues et on voit bien que ça remonte. Alors par contre, je n'ai pas les articles qui remontent dans la catégorie parce que potentiellement, les a pas mis en publié. On va voir ce qu'il me fait dans la base de données. Je suis curieux de voir ce qu'il m'a fait dans la BDD. Qui me ferait dire qu'en gros, BDD, help article. Hop, toi tu peux partir. Est-ce que vous voyez ce que je fais? À chaque fois c'est mon angoisse parce que du coup ça bug tellement, mais je crois que oui c'est bon. BDD, voilà.
Alors, qu'est-ce qui m'a fait ici? J'ai les help articles, j'ai bien un ID, j'ai un slug, un titre, ça on s'en moque un peu. Statut publié. Donc, ils sont bien publiés. Et ils sont censés, du coup, s'ils sont publiés, les views, ok, metadata, article clic, celle-là pas encore mis en place, j'ai l'impression, article catégorie. ID, description, icône, visible, oui. Donc ça devrait être visible. Normalement, ça devrait être visible. Pourquoi je ne vois pas du coup mes articles? Eh ben écoutez, on va lui demander, mais en tout cas, honnêtement, avec un prompt, on part quand même uniquement de ce petit document-là pour construire ça. Bon, ici, c'est aidé de Help Center pour créer tout ça. Il n'y avait eu pas beaucoup d'étapes et je trouve que le résultat est plutôt correct pour une base. Honnêtement, j'ai pas grand chose à faire. Bon, j'ai la partie, alors je pense que c'est sur le, ok. Il m'a rajouté le lien dans le dashboard. Je lui ai pas précisé comment accéder au Help Center. C'est vrai que dans l'idée du SaaS, il faut être connecté peut-être pour avoir de l'aide parce que j'ai pas forcément besoin de soutien si je n'utilise pas le service, mais c'est quelque chose qui est un peu faux parce que je veux que dans le Help Center, on ait aussi les FAQ, etc. par la suite, typiquement. Donc, je veux rendre ça accessible à tout le monde, mais à la limite, on voit que c'est accessible d'ici. C'est plutôt vraiment cool. Je vais lui demander, on va faire ça en direct, je vais lui demander du coup de que les articles, je veux dire que les articles n'apparaissent pas. Article, alors ok. I can't see article in category section. On va lui préciser quand même quelque chose. Qu'est-ce que je lui avais dit dans le truc? Ils sont censés apparaître par catégorie. I can see. J'ai fait une faute d'orthographe. I can't see post in category section. On peut le préciser. Il est censé savoir pourquoi je les vois pas. J'allais lui préciser, je veux qu'on voit les catégories dans les cartes. Non, normalement non. Si on regarde bien pendant qu'il travaille un petit peu la partie card, qu'est-ce qu'il m'a fait? Help Center, Expose Controller, non. Je pense que là-dedans, dans l'autre, je l'ai précisé. Je vais vérifier que je l'ai bien précisé. Bloc article par les plus vus, ça c'est ce qu'on a ici. On est bien d'accord, articles les plus vus, ça me plaît. Browse by catégorie, on est censé avoir quelque chose. Grille des catégories. Ok, donc là on a bien quelque chose. Offrir une navigation par thème, affichage d'une carte, icône libre, clique sur la carte, égale la page de liste des... Ok, si, c'est bon, c'était bien fait. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'il me fait? Article, il m'a refait une migration apparemment. Ok, donc du coup je lui ai demandé de refaire tout ça, de refaire la table plan. Il y avait une erreur de migration, donc j'ai coupé un petit peu. Vu qu'en fait le problème avec Laravel, c'est qu'on fait des migrations et qu'on modifie une table, il faut le re-render. Ce qu'on fait, si on ne drop pas la base de données, il dit qu'il y a une duplication de contenu. Donc voilà, il avait fait des petites, c'était un petit peu emmêlant le pinceau par rapport à ça, parce que vu que forcément on fait l'itération des fois. Quand on modifie une table, etc., c'est vrai qu'on gère vraiment bien que les migrations, faut recommencer en général dans la bonne pratique. Et là, il y avait un petit problème, on voit bien ici, avec cette table, une table qui était liée à Stripe. Donc, il a re-render. Il a corrigé le problème, et du coup, maintenant, on va aller voir ce qui m'a fait côté front. Et voilà, ça y est, j'ai enfin, du coup, maintenant, mes catégories. Franchement, je suis assez épaté, là, rendu ça de façon proprement, en plus. J'ai bon, là, c'est une catégorie qui n'a pas de sens, mais il faut imaginer que ça marquait mon compte. Une petite description, comme je lui ai demandé dans les user stories. Le lien vers les 3 premiers articles de chaque catégorie. Moi, ces catégories-là n'a pas d'article, n'est pas censé apparaître. Ça, c'est quelque chose qui serait à corriger. Mais voilà, là, si je clique ici, je rentre bien du coup dans l'article. Je peux encore chercher d'autres articles ici. Je peux me balader, je peux avoir des recherches, des articles connexes. C'est vraiment, honnêtement, plutôt propre. Et finalement, c'est ce qu'on aimerait. Je le rappelle, on part de là. Nous, on voulait mettre ça en concurrence. Donc, les articles les plus vus et les petites cartes. Donc, à la limite, si on regarde, il va nous manquer des petits icônes. Mais pour un SaaS, etc., honnêtement, il y a même les petites animations sur les effets des cartes et tout. Je trouve ça plutôt propre. C'est en corrélation. Il a gardé la couleur en plus du dashboard qui était fait. Donc, je trouve ça vraiment propre. Donc, franchement, pour l'instant, Codex, je le dis, Claude Code, Gemini, tenez-vous bien.
perso, je vais faire encore le moins complet sur ce code. Je vous fais mes retours sur Codex. Mais pour l'instant, pour moi, c'est un gros plus. À voir comment évoluent les coûts, l'abonnement, la limitation au niveau du contexte. Mais pour le moment, je suis franchement agréablement surpris. Si on regarde au niveau du statut où j'en suis, niveau du token, 364 000 actuellement. Bon, c'est pas énormissime, je trouve. C'est plutôt ok. Et ça marche vraiment bien. Donc, à voir, à tester. Bien sûr, sur cette démo, il va manquer la partie gestion et création des articles. Ça, je pense qu'il ne l'a pas fait. Si on regarde, alors je vais me déconnecter là, je suis en tant que client. Je vais me déconnecter, oui. Et je vais me reconnecter du coup sur la partie administrateur. C'est la partie qui nous intéresse, en gros, dans le boilerplate qu'on vous propose. C'est que derrière, on peut du coup, admin, pardon. Vous pouvez du coup administrer votre projet. Là, il faut imaginer que j'étais l'utilisateur final, le client, et là, je suis vraiment du coup l'admin, celui à qui appartient le projet, le SaaS. Et effectivement, du coup, derrière, on voit qu'on peut mettre vos plans, vous pouvez synchroniser vos plans Stripe, etc. On a la liste de l'ensemble des utilisateurs avec les abonnements actifs, pas actifs, etc. On a des petites choses en place comme ça, donc qui commencent à arriver. On peut changer le logo, le nom du site, les couleurs, voilà. Je vous spoil pas tout, il y a plein de choses et plein de features qui ne sont pas montrées dans cette branche-là, pas présente, mais vous voyez un petit peu l'idée. Là, on voit qu'effectivement, du coup, au niveau des articles, des posts, c'est quelque chose qui n'a pas été pris en compte, vu que c'est du fake contenu pour Claude, pour Codex, c'était du fake contenu, mais on peut très bien imaginer du coup que les données que j'ai en front, du coup ici sur la partie Help Center, je peux me connecter en tant qu'admin dans tous les cas, donc c'est parfait, j'ai accès aussi, Help Center. Ici, ces articles-là, vous serez le reflet de ce que j'ai du coup en back-office, ce qui est forcément, bien sûr, logique derrière. Là, il a fait toute la mécanique, toute la logique avec des fausses données. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est de faire la partie back avec filament sur Laravel, de le connecter, et derrière, j'aurai du coup mon process, mon système de Help Center qui est en place. Voilà les amis, je crois qu'on a fait le tour pour Codex. Honnêtement, c'est vraiment un bon outil, je le répète encore une fois, à tester, laissez-lui sa chance. Si vous avez quelque chose à tester ou une feature que vous voulez mettre en place, essayez-le avec Codex Height. Poussez-le dans ses retranchements avec un bon workflow, avec un bon contexte. Vous allez voir qu'il va donner des résultats qui sont plus que satisfaisants. Honnêtement, moi, je vais continuer à le tester et je refais une petite benchmark ou une vidéo retour d'ici quelques semaines pour vous donner un petit peu mon ressenti après plusieurs semaines ou un mois de test. Et on se retrouve du coup dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao, enjoy your SaaS. Si tu te reconnais dans l'un de ces cas, tu veux intégrer de l'IA dans ton SaaS, mais tu sais pas par où commencer et t'as pas envie de builder une feature inutile. Tu veux utiliser l'IA pour développer et scaler plus vite ton produit sans brûler 10K en dev, en outils ou en prestat freelance. T'as un SaaS en ligne, mais ça ne vend pas et tu ne sais pas d'où ça vient, mais t'as besoin de résultats. Ou tu veux vendre à des entreprises, mais t'as zéro certitude sur ta conformité RGPD ou l'AI Act, cybersécurité. Alors clique sur le lien en description et dépose ta candidature. Si ton projet est éligible, on t'offre un diagnostic stratégique complet. On t'explique ce qui bloque et surtout comment corriger le tir. Simple, direct, sans détour. C'était Timothée, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.